Bonjour à tous. Toute l'équipe du Piano Tiroir et la municipalité de Ballaruc-les-Bains est ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence de Nathalie Marsat. Alors comme vous voyez, ce soir, on est dans des dispositions un petit peu particulières. On accueille en effet un spectacle du Théâtre Molière 7 demain soir, raison pour laquelle le plateau est un petit peu dans cet état. Voilà. Sur ce, je laisse la parole à Marie-Ève Merle-Blondeau, présidente du Souvenir français, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci Vitaly. Encore merci à tous d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment très, très sympathique et chaleureux. Marie-Joëlle Bouchard, présidente d'Adimolir, va commencer par lire un poème qui a été écrit par Jean-Marie Peiss, qui avait 8 ans au moment du bombardement. Et Jean-Marie a énormément écrit. Il a écrit donc ce poème qui va vous être lu avant la conférence. Merci Marie-Ève. 25 juin 1944, le bombardement, donc par Jean-Marie Peiss. C'était le printemps, pas encore l'été, un jour plein de beauté, un ciel immaculé, un jour de communion et de festivité. Pourtant, pendant 2 heures, les bombes sont tombées. Sur le perron de l'église, nous étions massés. Entre les arbres du parc, on apercevait au loin la gare de Sète incendiée. Un bruit faisait vibrer nos poitrines angoissées, et chaque impact de bombe nous émotionnait. Nous étions cloués là, ne pouvant bouger. Oui, partir, les adultes nous sollicitaient. Et alors, d'un seul coup, on a réalisé. Au fond d'un ciel tout bleu, les avions brillaient et à ce moment-là, la peur nous libérait. L'on s'est mis à courir, chacun de son côté, aller vers nos maisons pour pouvoir s'abriter. Mais en arrivant, elle s'était vidée. À travers les vignes, vers l'étang on allait. On ne voyait personne, mais on entendait « Allez près de l'étang, il faut se protéger ». À ce moment-là, les bombes sont tombées. Heureusement pour nous, l'eau nous a sauvés. L'on a reçu du sable et l'eau nous a mouillés. 2 chevaux, un homme tué et un blessé. La dernière vague et tout s'est arrêté. Un étrange silence alors s'est installé. Pas le bruit d'un oiseau, pas un poisson sauté. Un malaise insolite et on est rentré sans se dire un mot et le vide s'était fait. Nous étions indécis et pourtant l'on allait, chacun à sa maison. La vie s'est arrêtée. Arrivés au village, tout bouleversés, nous étions tous émus, on n'osait pas parler. Dans notre tête, les mauvais bruits persistaient. Il y eut 19 morts que l'on n'a pas oubliés. Merci Marie-Joëlle. Nous allons écouter maintenant Madame Nathalie Marsat, qui est directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Hérault. Elle était auparavant coordonnatrice mémoire et communication pour l'ex-Languedoc-Roussillon, toujours à l'Office. Elle est titulaire d'un master recherche en histoire contemporaine sur le traitement et la répression des indésirables politiques sous le gouvernement de Vichy dans les Basses-Pyrénées et d'un master professionnel en valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales, tous deux obtenus à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Madame Marsat intervient régulièrement auprès des scolaires ou lors de conférences ouvertes à tous les publics. Et je la remercie énormément d'avoir accepté de venir ce soir. C'est très sympathique, mais elle était déjà venue à Ballaruc-le-Vieux pour
auprès des scolaires, justement. Je l'avais fait venir pour parler de la citoyenneté, de la Marseillaise. Et elle les a tellement emballés qu'il y a des élèves qui sont revenus le lendemain avec leurs parents et pour prendre le temps de mieux regarder. Je vous laisse vous asseoir avant de commencer. Mesdames, Messieurs, chère Marie-Ève, je me permets de vous appeler Marie-Ève, maintenant, ça fait un petit moment qu'on travaille toutes les deux. J'ai répondu avec plaisir à la demande, puisque c'est dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire des débarquements que je suis présente aujourd'hui. Pourquoi moi ? Parce qu'au détour d'une conversation, justement, avec Madame Merle-Blondeau, on est revenu sur mes études et sur le fait que j'avais travaillé plus précisément sur la Seconde Guerre mondiale. Donc je me définis souvent comme une semi-historienne, puisque je ne suis pas une doctorante, je me suis arrêtée au master, même si j'ai un master recherche et un master en patrimoine, donc professionnel, où j'avais travaillé avec des témoins justement de la Seconde Guerre mondiale. On avait énormément travaillé ensemble, j'avais beaucoup échangé. Donc ce master, il est très fort pour moi, mais aussi pour la petite anecdote. Donc un de mes grands-oncles était dans la 2e DB du maréchal Leclerc. Et j'ai entendu pendant une grande partie de mon enfance parler du... Vous voulez que je vous change de micro ? Allez, super. Je change de micro. Pendant toute mon enfance, en fait, mon grand-oncle, il m'a parlé de la 2e DB, du maréchal Leclerc. Enfin, c'était très, très fort. J'ai rarement entendu un homme parler avec autant d'amour de quelqu'un. Et en plus, quand j'étais en 3e, j'ai participé au concours Rhin et Danube, où j'avais obtenu le 3e prix au niveau de la région Aquitaine. Et l'histoire fait qu'en fait, j'avais fait la biographie du maréchal de Lattre et le parcours de la 1re DB, du débarquement en Provence jusqu'à la jonction avec la 1re armée, avec la jonction avec la 2e DB. Donc c'est toute cette histoire personnelle, mais aussi l'Atlas de la libération de la France de Stéphane Simonet qui me permettent ce soir de vous faire une présentation du débarquement de la Provence et la libération de la France par la vallée du Rhône avant la jonction en Alsace à la fin de l'année 1944, au début de l'année 1945. Avant de commencer, je pense qu'il est quand même important de parler de la figure la plus importante de la première armée, le maréchal de Lattre. Jean-Marie de Lattre de Tassigny, il est né en 1887. Il va rentrer à Saint-Cyr en 1908 dans la promotion Mauritanie, où il va choisir de servir dans la cavalerie. Donc il rentre à l'école de Saumur et lorsqu'il en sort, il va être affecté au 12e régiment de dragons. Il va se faire remarquer par sa bravoure pendant le début de la Première Guerre mondiale et il va ensuite rentrer dans l'infanterie et il va terminer sa campagne donc en 1918 avec 5 blessures, 6 citations et aussi le grade de capitaine. Pendant la guerre, en 1915, il avait demandé à intégrer l'infanterie et donc il va rejoindre le 93e régiment d'infanterie. Il va servir au Maroc pendant 5 ans et après il va rentrer à l'école de guerre. Et il va en sortir premier et il va rentrer à l'état-major particulier de Végan. En 1939, il va être nommé général de brigade et lorsque la France est mobilisée, il devient le chef d'état-major de la 5e armée, qu'on appelle aussi l'armée d'Alsace. Après la campagne de France, il est à la tête de la 14e division d'infanterie et il est nommé par le gouvernement de Vichy commandant supérieur des troupes en Tunisie en 1941. Et puis commandant de la 16e division militaire de Montpellier en 1942. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient où se trouve l'ancien état-major des armées à Montpellier, à côté du jardin botanique. C'était là où le maréchal de Lattre de Tassigny avait son bureau. Donc c'est quand même un endroit assez symbolique dans la ville. En novembre 1942, au moment où la Wehrmacht va envahir la zone non occupée, il va tenter de passer en clandestinité. Malheureusement, il va être arrêté. Il est jugé par le tribunal français, tribunal spécial français, et condamné à 10 ans de détention. Il va quand même réussir à s'évader et en septembre 1943 à rejoindre Londres. Et de Londres, il va ensuite descendre à Alger. C'est là que le général Giraud va lui donner le commandement de l'armée B, qui est ce qu'on appelle un petit peu l'embryon de la future première armée. C'est avec cette première armée qui va d'ailleurs débarquer en Provence en août 1944, et ça on va y rentrer un peu plus en détail en suivant. Ce sera lui qui, le 9 mai 1945, sera à Berlin
pour signer l'acte de capitulation de la Wehrmacht au nom de la France. À la fin de la guerre, il va être nommé inspecteur général de l'armée, puis commandant en chef en Indochine. C'est d'ailleurs là qu'il va perdre son fils lors d'un combat à Ninh Binh. Quelques années plus tard, il va mourir au cours d'une opération et il va recevoir à titre posthume la dignité de maréchal de France. Il avait aussi, quelques années auparavant, publié l'histoire de la première armée française. Je pense que c'était nécessaire de faire un petit rappel de la figure du maréchal de Lattre de Tassigny. Le débarquement en Provence et l'opération Anneville Dragoon. Vous verrez, j'ai mis pas mal de cartes, comme ça vous pourrez mieux visualiser mes propos, parce qu'il va quand même y avoir toute une partie géographique du débarquement. Donc, après 70 jours de combat en Normandie, les armées alliées, elles vont déjà contrôler à peu près un quart du nord-ouest du pays, excepté tout ce qui est la partie des zones portuaires fortifiées détenues par l'Allemagne. Depuis Avranches, donc en Normandie, la percée de la 3e armée de Patton a fixé les Américains au nord d'une ligne entre Nantes et Tours et à l'ouest entre Caen et Falaise. À Paris, la population, elle va suivre avec intérêt les combats de la 2e DB, donc qui est engagée en Normandie, qui débarque le 31 juillet 1944. Et le général de Gaulle a voulu faire de cette division ce qu'il a appelé l'âme de la libération de la France. Au même instant, il va y avoir une seconde unité française qui va s'apprêter à prendre pied en Provence. Donc c'est la première armée, l'armée de De Lattre. Dans le sud, les Allemands, pour l'instant, sont énormément présents à l'intérieur des terres. Et depuis le 6 juin, en fait, l'action des partisans français, des résistants, elle s'est accrue avec une multiplication des sabotages, des accrochages, ce qui va provoquer l'extension de la zone de combat à 11 nouveaux départements au niveau de la lutte entre l'armée d'occupation, l'armée allemande et les résistants. L'artillerie, par contre, elle va rester aussi insuffisante que la Kriegsmarine et la Luftwaffe est aussi très faible en termes d'armement dans cette partie sud de la France. Il n'y a que 6 escadrilles de chasse, 11 escadrilles de bombardement et 2 de reconnaissance. Ce qu'on peut en déduire, c'est que pour les Allemands, le secteur méditerranéen est un secteur totalement secondaire. Toutes les forces sont mises dans la partie des plages de Normandie. L'opération, elle va être reportée à plusieurs fois, l'opération Anneville, et elle va changer de nom même. C'est pour ça qu'elle devient Dragoon et qu'on parle souvent de l'opération Anneville Dragoon. Churchill, lui, il ne voit aucun intérêt stratégique et militaire à une attaque pareille dans la région. Le plan, il va être préparé par les Américains, auxquels ils vont joindre des groupes de commandos franco-marocains et le 2e corps du général de Lattre de Tassigny. La première fois où ce débarquement possible en Provence, il va être évoqué dès la conférence de Téhéran en novembre 1943. L'idée d'un débarquement en Provence, elle va être très longue à s'installer dans l'esprit des Alliés. Vous avez vu, Churchill, il n'est pas du tout d'accord avec le fait de débarquer. Et tout va être envisagé à partir du moment du printemps 1944. L'opération Anneville, elle est planifiée dans 3 points. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord le dégagement de l'Italie au moins jusqu'à Rome, la prise de la Corse et de la Sardaigne, et ensuite la création d'un cadre adapté au lancement conjoint des opérations Overlord et Anneville. Donc vous voyez, il faut que tout ça soit bien mis en place pour que le projet puisse se faire. C'est Eisenhower, lui, qui va considérer Anneville comme une manœuvre majeure et il va choisir le 21 mars la Provence pour son déroulement. Le succès du débarquement en Normandie et la prise de Rome le 5 juin vont l'amener à fixer la date du débarquement pour le plus tard le 15 août 1944. De Gaulle, lui, il avait toujours désiré que des armées françaises prennent une large partie au combat. Et il y a 4 divisions qui vont rentrer après les batailles d'Italie. Donc 3 se regroupent en Afrique du Nord, plus celle d'Italie, et ça va devenir l'armée B. Et ces unités sont principalement nord-africaines et elles forment l'essentiel de la 7e armée américaine. L'objectif des Alliés dans le débarquement, il est très simple. C'est établir un pont à Toulon, c'est s'emparer de Marseille, progresser vers Lyon pour y faire une jonction avec l'opération Overlord. C'est de mettre hors de portée aussi l'artillerie allemande et de se concentrer à Toulon.
avec un débarquement faiblement étendu. Donc, avant le débarquement entre Saint-Aigulf et Cavalère, la division aéroportée va être larguée dans la région du Muy. Donc, il est où mon pointeur? Ici, dans la région, je vois pas bien. C'est ça, c'est dans la région du Muy, ici. C'est bon, vous voyez? Je pointe pas alors. Ok, super. Parfait. Si, peut-être d'autres choses, mais bon. Et le but, c'est d'isoler tout renfort allemand avant le débarquement. Pendant ce temps-là, la Sitka Force, donc, qui, elle, se trouve entre les îles de Port-Cros et du Levant, en bas, dans la nuit précédant l'assaut, elles vont commencer à avancer. Et la Rosie Force, elle, qui est en haut à droite, elle va avancer vers Théoul et Cannes, tandis que les commandos d'Afrique français, eux, vont débarquer sur le flanc gauche du côté du Cap Nègre. Donc vous avez à peu près toute cette partie qui est occupée. L'exécution de ce plan de débarquement, ça va consister à 10 divisions confiées au général Patch. Elles doivent atteindre le Muy, faire la jonction avec les éléments parachutés dans la nuit, puis se porter à l'intérieur des terres jusqu'à la limite de la tête de pont. De leur côté, les unités françaises de Delattre, elles, vont débarquer le 16 août à Toulon et Marseille, avec comme objectifs principaux de laisser la 7e armée américaine remonter vers la vallée du Rhône. Donc le débarquement, il va commencer avec l'Alpha Force qui débarque à 8h le 15 août sur les plages de Cavalère et de Pampelonne. À 8h50, les défenses côtières sont quasiment toutes neutralisées et dans l'après-midi, Cogolin et Grimaud sont occupés. La jonction avec la Delta Force et les commandos du Cap Nègre sont réalisées et en même temps, il y a Ramatuelle et Saint-Tropez qui vont être libérés. À minuit, toute la presqu'île de Saint-Tropez est conquise. Au centre, l'absence totale de résistance a conduit la Delta Force devant Saint-Maxime, Saint-Aigulf, où les amants ont résisté et après sont partis dans la soirée. Sur l'aile droite, la Camel Force, elle va du côté d'Antéor, donc c'est un petit peu plus haut. Et elle a été beaucoup plus difficile, cette partie-là. Mais Fréjus et Saint-Raphaël sont quand même atteints par les troupes de libération. Plus à l'est, la jonction, elle, entre les troupes au sol et les troupes maritimes, elle va se faire entre Théoul avec les Français de la Rosie Force. Au 15 août, la tête de pont, elle est pratiquement réalisée. C'est-à-dire qu'on a quasiment toutes les forces françaises et alliées qui sont installées en Provence. Largués à l'aube au sud de Draguignan, les parachutistes doivent interdire tout renfort vers la zone d'assaut. Ils vont aussi être appuyés par la 36e division américaine vers Fréjus et établir la jonction avec l'ensemble du 6e corps américain. Les zones de largage donc, sont atteintes à peu près à 60% par les parachutistes. Les 40% manquants sont dus à des conditions un petit peu particulières. Il y a une brume assez épaisse ce jour-là sur les lieux de largage. Donc il y a quand même 60% des parachutistes qui vont atteindre leur but. Sur les hauteurs du Muy sont lancées les premières contre-attaques, mais le secteur est très rapidement nettoyé par les forces de débarquement. En fin d'après-midi, Draguignan est sous contrôle des forces françaises de l'intérieur depuis le 15 août au soir et est conquis le lendemain. C'est vers le Muy, peu avant 20h, que la jonction va être établie entre les parachutistes et la 45e division, qui, elle, vient de Sainte-Maxime. La tête de pont aérienne n'est plus isolée. Les Allemands, totalement pris de vitesse, n'ont pratiquement pas pu réagir. Le 16 août au matin, Saint-Raphaël et Fréjus sont aux mains des Alliés. Donc, la ligne bleue que vous voyez sur la deuxième carte, c'est la limite de la tête de pont. Il y a à peu près 160 000 hommes qui ont mis le pied à terre en 3 jours. Le 18 août, le 6e corps américain passe à la phase d'exploitation et réclame la relève de sa 3e division. Delattre va prendre la mesure de la situation et lui, il a décidé de s'élancer vers Toulon. Le pari de Delattre, il a un peu osé à ce moment-là, c'est de mettre en terre, en baie de... Il va se mettre... Enfin, pardon, je reprends. Je me suis mal exprimée. Lui, Delattre, lui, il ne va pas débarquer le 15 août, il va arriver le 16 août dans la baie de Cavalère, donc dans le golfe de Saint-Tropez, dans l'après-midi, avec le premier échelon du 2e corps qui va se regrouper autour de Cogolin et de Grimaud. Initialement, donc, comme je l'ai dit précédemment, Delattre doit relever la 3e division avec les renforts de la 9e division d'infanterie coloniale et l'artillerie, mais il va partir à l'assaut de Toulon et de Marseille.
Ce qu'on constate, c'est que ce qui n'était pas prévu, c'est que ces troupes sont extrêmement en avance sur le planning qui avait été fixé au moment du débarquement. Ils ont avancé très très vite. Les jonctions ne devaient pas se faire aussi rapidement entre ceux qui étaient au sol et ceux qui arrivaient par la mer. Donc, comme ils sont un petit peu en avance sur le planning, on lui demande de ralentir un peu son avancée, mais il n'a pas envie d'attendre et donc il va profiter de la désorganisation complète des Allemands pour lancer avec audace la prise de Toulon par surprise et une attaque simultanée sur la ville de Marseille. Ce qui se passe, c'est que le 18 août, à l'aube, sans attendre, le regroupement de ses moyens, il va lancer ses divisions en direction de la Londe-les-Morts et Hyères, et aussi du côté de Cuers et Puget, plus au nord. À 13h30, la jonction avec la 3e division est établie. Au cours de la nuit, 67 autres Français du groupe naval d'assaut corse débarquent entre Théoul et La Treillasse. Eux aussi, ils appartiennent à la Rosy Force, et ils vont devoir faire diversion sur Antibes et Nice. Le problème, c'est que tout se passe relativement facilement à ce moment-là et les commandos qui arrivent vont tomber sur un os puisqu'ils vont se retrouver face à de vastes champs de mines. Ils ne peuvent pas rembarquer. C'est un échec de cette opération et il va y avoir 10 morts et 28 prisonniers. À partir du 17 août, il apparaît que les Allemands tentent d'abandonner le sud de la France. Les Alliés doivent décider rapidement de la suite de leur plan. Poursuivre l'ennemi dans sa retraite et tenter de l'encercler ou de s'en tenir aux objectifs initiaux. Les Américains choisissent la première solution et ils vont modifier leur plan. Ils vont poursuivre vers le nord-ouest, confiant le secteur de Toulon et Marseille aux unités françaises. L'opération elle est déclenchée le 20 août et elle conduit le 3e RTA aux portes de Toulon. Bandol tombe le 21 août, Sanary le 22. À l'est, par contre, la progression elle va être beaucoup moins rapide. Les défenses allemandes sont plus denses. Le Mont-Redon est atteint le 20. La ville de Hyères est libérée le 21. La presqu'île de Giens, elle va être occupée par les tirailleurs sénégalais. Et plus au nord, Lacro et Soliespont ne résistent plus le 21 août. La Valette et le Montfaron sont libérés le 23. J'en profite pour glisser pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne seraient jamais allés. Qu'à l'Office national, on gère des hauts lieux de la mémoire nationale et on gère le mémorial du débarquement au Montfaron. Et je vous invite à aller le visiter si, dans cette année du 80e anniversaire, ça apportera certainement des compléments à l'exposition et à mes propos. Donc je reviens. Donc le 23 août, c'est ce jour-là que la jonction est effectuée entre les 3 divisions et la 9e division d'infanterie coloniale est chargée du contrôle de Toulon. Du côté de Marseille, la poudrière Saint-Pierre est tombée, tandis que la tour Beaumont, la Croix-Faron et le fort Saint-Antoine sont libérés. Le 26 août, avec la libération de la Seine-sur-Mer, se termine la bataille de Toulon. 25 000 soldats allemands sont alors hors combat. Seuls vont résister quelques Allemands sur la presqu'île de Saint-Mandrier. Cette presqu'île elle est pilonnée sans relâche depuis le 17 août et elle est tenue par 1800 Allemands de l'amiral Rufus. Et ils vont se rendre le 28 août au matin. Donc il y a quand même 11 jours de lutte pour ne pas lasser la presqu'île de Saint-Mandrier. L'entrée dans Marseille, elle va s'effectuer le 23 août au matin. La Canebière est rapidement investie et le palais de Longchamp est atteint. Le général Montsabert propose alors une reddition au commandant de la 244e division allemande, qui la refuse aussitôt. Pour la petite anecdote, le général de Montsabert s'était réinstallé dans la préfecture. Il avait repris possession des pierres de l'État. Les civils n'ont pas évacué la ville et assistent en spectateurs à la libération. Le 25 août, il va y avoir 2 groupements qui sont envoyés contre les derniers nids de résistance de la zone portuaire de l'Estac et de Notre-Dame-de-la-Garde. Tandis que la marine et l'aviation, eux, vont pilonner les batteries toujours actives dans certains points de la ville. Et le 26 août, le fort Saint-Nicolas et l'ensemble de la zone sud de la ville sont nettoyés. Le 28, le général Schaffer et ses 7000 soldats allemands déposent les armes 36 heures après la chute de Toulon. Donc c'est quand même des libérations de villes qui se font très rapidement. Donc avec la chute de Toulon et Marseille, s'achève la première phase de l'opération Anville-Dragoon. Les Alliés doivent à présent progresser en direction de la Bourgogne et y établir une jonction avec les troupes venues de Normandie. Seule la 3e division va suivre la route prévue dans la vallée du Rhône
tandis que les deux autres iront vers Grenoble avant de se rabattre à l'ouest pour encercler la 19e armée. On va remonter, une fois que le sud commence à être libéré et sécurisé par les armées. Le plan allié, il prévoit la prise de Grenoble 2 mois après le débarquement. Au terme d'une semaine, il y a uniquement une semaine de combat en Provence. Une partie de la colonne Butler est aux portes de la ville de Grenoble. Aux mains des FFI, la ville de Grenoble attend avec impatience les soldats américains. Et le 23 août à 14h, les soldats du 143e régiment de la 36e division entrent les premiers dans Grenoble, totalement libérés. Le général Patch, donc, qui mène ses troupes, décide de couper le repli allemand dans la vallée du Rhône et il va décider de se rabattre vers Montélimar. Mais les troupes remontent trop rapidement le couloir rhodanien en poursuivant l'ennemi sans jamais pouvoir l'encercler. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Les Alliés n'arrivent pas à récupérer les troupes allemandes. Donc, afin de couper la retraite allemande vers l'Est et vers le Rhin, il y a 2 directions qui sont données aux 2 corps alliés. La 6e corps se tourne vers l'axe Besançon-Belfort, tandis que le 2e corps français, lui, est orienté du côté de Châlons, Dijon, Épinal et Strasbourg. Le dispositif est en place pour une nouvelle campagne qui s'annonce difficile autour de Belfort, où les Allemands semblent avoir la ferme intention de résister et de ne pas lâcher le territoire. La progression vers le Rhône, comme je vous l'ai dit, elle est confiée à la 3e division américaine. La Durance est franchie le 23 août avec la prise d'Arles, d'Avignon et d'Orange le 25. Le Rhône est atteint à son tour. Les unités françaises, elles vont se porter à l'ouest du Rhône à la poursuite de la 19e armée allemande. La première DB s'élance le 28 août, laissant aux éléments de la première DMI, la région de Nîmes, Montpellier et Narbonne, libérée, elle, le 29. La remontée vers Lyon est si rapide qu'en fait, le problème se pose de la logistique et le ravitaillement, puisqu'en fait, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, les troupes progressent vraiment trop vite pour tout ce qui peut suivre derrière. Saint-Étienne, elle, est libérée le 1er septembre et Villefranche est atteint le 3. Dans Lyon, depuis le 30 août, il y a à peu près 40 000 FFI qui harcèlent l'occupant et qui vont, du coup, se retrouvent obligés d'évacuer. Le 2 septembre, une patrouille de la 45e division s'est même risquée dans la ville. C'est pour vous dire à quel point il est facile pour les troupes alliées de rentrer dans les villes, puisque les Allemands ont cette tendance à fuir avant l'arrivée des Américains. Donc, à la place de l'hôtel de ville, les soldats de la première DFL sont maintenant à la parade, acclamés par les foules en liesse. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas profiter de cet engouement puisqu'ils sont obligés de continuer leur route vers le nord. Le contact avec l'ennemi a été repris et il ne s'agit plus de le perdre. Tandis que De Lattre libère Toulon et Marseille, les Américains, eux, n'en finissent plus d'avancer. Replié, lui, au nord dans la vallée du Sospel, l'ennemi s'organise maintenant derrière un système défensif plus sérieux. Sur la gauche, la 45e division marche vers la vallée de la Durance, traverse le fleuve, il va libérer Mirabeau et Pertuis et va arriver jusqu'à Apt le 22 août. À cette date, la 36e division entre dans Grenoble, tenue par les FFI. Début septembre, les services de renseignement alliés indiquent que l'armée allemande chargée de défendre le golfe de Gascogne quitte progressivement en même temps le sud-ouest de la France. La ligne de fuite des colonnes allemandes passe par le centre de la France en remontant à l'est vers la Bourgogne. C'est donc pour empêcher le reflux de l'ennemi que les armées alliées doivent intervenir. C'est pour cela que les Américains se sont fixés 2 objectifs, la prise de Dijon et la jonction entre les 2 fronts alliés maintenant en Bourgogne. Les Alliés, ils sont devant Dijon et la première DB et la 3e DIA française ainsi que la 36e armée, la 3e et la 45e division américaine investissent Besançon et la ville de Dole. La première DB, elle rentre dans Bonn le 8 septembre et va remonter vers Dijon. Autun est libéré le 9 septembre après de violents combats. Donc en fait, Dijon, c'était le dernier point d'appui allemand avant Belfort et il est abandonné dans la nuit du 10 au 11 septembre. À 8h30, des éléments du 3e RCA y pénètrent, nettoient les derniers îlots de résistance et le 13 septembre, Dijon est totalement libéré. On n'est même pas 1 mois après le débarquement en Provence. La progression est extrêmement rapide.
Rapidement investi et malgré de vives résistances à la citadelle, Langres finit par tomber le 13 septembre et 2 jours plus tard, le 2e corps reçoit l'ordre de relever la 45e et 3e division américaine et de se regrouper face aux Vosges pour l'action sur l'Alsace. Depuis le débarquement, l'armée de Delattre a déjà parcouru 700 km en un mois, pris Toulon et Marseille en 12 jours. Un quart du territoire national a été libéré et plus de 50 000 prisonniers allemands ont été capturés. L'apparition des soldats français en Provence a galvanisé jour après jour les forces de résistance qui sortent de l'ombre. Après la jonction du 12 septembre, l'armée B est pourtant obligée de s'arrêter. Les unités logistiques, comme les Américains, ne suivent pas le rythme soutenu des combats. L'essence manque cruellement et certains dépôts avancés sont encore à Avignon. C'est-à-dire qu'on est déjà au niveau de Dijon et tout ce qui est logistique est encore à Avignon. Donc c'est extrêmement compliqué de ravitailler les soldats et le matériel. L'ennemi qui s'est ressaisi, lui, du coup, profite de ce coup d'arrêt en se renforçant avec la prochaine campagne sur Belfort et les Vosges. Sur son aile gauche, le général Delattre a chargé les éléments de reconnaissance de la 1re DFL d'établir le contact avec la 3e armée américaine venue de Normandie. La progression de Patton a été plus que rapide depuis Avranches. Il atteint Le Mans le 6 août, Orléans le 17, franchit la Seine le 24, libère Reims le 29 avant de s'établir à Verdun. Alors c'est un peu plus long, il y a un peu plus de distance du côté entre la Normandie et Reims, mais la progression est extrêmement rapide aussi. Le 5 septembre, la Moselle est franchie près de Nancy. Au sein de cette armée, intégrée au 15e corps, figure donc la 2e DB, qui vient de libérer Paris. Le 12 septembre, à 7h du matin, le 1er régiment de fusiliers marins de la 1re DFL entre enfin en contact à Châtillon-sur-Seine et Nottes-sur-Seine avec le régiment des spahis marocains de la division Leclerc. Plus au sud, une autre jonction entre les 2 divisions est réalisée à Saulieu. Ça y est, Overlord et Dragoon sont réunis avec 4 mois d'avance sur les estimations. Un front continu de la Suisse à la mer du Nord est établi depuis le 12 septembre, tandis que la 7e armée américaine progresse vers le nord et Strasbourg. Les troupes françaises, elles, sont massées devant les Vosges et elles doivent s'emparer de la trouée de Belfort pour déboucher sur Mulhouse et ensuite sur la plaine du Rhin. Le 20 septembre, au moment où le 6e groupe d'armées poursuit son regroupement devant les Vosges, l'armée B change de nom officiellement pour s'appeler désormais la 1re armée française. À cet instant, le contact avec l'ennemi est repris sur l'ensemble du front au nord du front français et le 2e corps d'armée qui se lance vers Belfort le 21 se heurte, lui, à de solides lignes de résistance. Les Américains, ils ont décidé de décrocher vers le nord en espérant trouver moins de résistance, ce qui les oblige à remonter vers la Moselle. Au sud, le 1er corps se regroupe à Morteau et au sud de Belfort. La 9e DIC vient d'essuyer de lourdes pertes face à l'artillerie allemande et la 3e DIA se reconstitue comme elle peut. Le front français s'étire alors du sud des Vosges à la frontière suisse. L'attaque française va être déclenchée le 25 septembre et elle doit permettre de contourner Belfort entre Gérardmer et le ballon d'Alsace, laissant la trouée des Vosges sur le flanc droit. Au bout de 3 jours de combat, les cols vosgiens sont enfin en vue, mais les renforts de la 3e DIA et de la 9e DIC sont engagés. L'attaque au centre du massif vosgien est alors décidée. Delattre doit y renoncer et faire face à l'allongement du front de 20 km après le décrochage des Américains. Et la 3e DIA doit livrer bataille sur un front de plus de 25 km. De sérieux combats vont avoir lieu entre le 3 et le 8 octobre, souvent du corps à corps, face à la 338e armée allemande, tandis qu'au sud, la 1re DFL ne cesse de maintenir la pression. Le 17 octobre, au nord du dispositif, la poussée vers la Bresse est telle que la ligne d'hiver du dispositif ennemi est percée et que les crêtes sont tenues dès le lendemain. Il y a un problème qui se pose toutefois, c'est que les FFI sont mal équipés, ils sont usés par les combats et par la résistance allemande. La 3e DIA va parcourir simplement... La 3e DIA va simplement parcourir 15 km en 20 jours. On n'est plus sur la progression ultra rapide dans le sud de la France. Les pertes sont lourdes, 800 tués et 3100 blessés. Le 2e corps manque cruellement de munitions et d'artillerie et toutes les réserves ont été engagées.
L'espoir de déboucher dans la plaine d'Alsace s'éloigne définitivement lorsque De Lattre décide de reporter l'effort de son armée dans le secteur du 1er corps d'armée. À la mi-novembre, les Alliés vont lancer une offensive générale vers Strasbourg et l'Allemagne. Les Français, ils vont être forts de l'appui du général de Gaulle, conscients de l'impact psychologique d'une telle libération, ont obtenu des Alliés un engagement très important du dispositif en Alsace. Mais avant de s'élancer vers le Rhin, l'objectif final de la première armée et de la 7e armée plus au nord est de rompre et dépasser les lignes de défense ennemies dans les Vosges, devant Strasbourg pour la 7e armée et devant Mulhouse pour la première armée du général De Lattre. Le 13 novembre, la marche de Strasbourg est amorcée. Leclerc libère Badonviller le 17, Cirey le 18 et enfonce définitivement les lignes allemandes. Sarrebourg est atteint le 20 novembre, le col de Dabo le 21, la plaine d'Alsace est en vue et Saverne est prise en tenaille et va tomber le 22 novembre. La prise de Strasbourg, initialement prévue au 6e corps, va revenir à la 2e DB, plus en avance. C'est le groupe Rouvillois qui va pénétrer le premier dans la ville, peu défendu, avant de foncer vers le pont de Kehl. Strasbourg est investi le 23 novembre et nettoyé durant 2 jours jusqu'à la reddition du général Watrod, retranché au fort de Ney. Seul résiste alors le pont de Kehl, interdisant tout passage de l'autre côté du Rhin. C'est le point stratégique que veulent récupérer les Alliés. À la fin novembre, toutes les unités du 6e corps traversent les Vosges et stationnent désormais dans la plaine d'Alsace, après avoir libéré Saint-Dié le 22 et Sainte-Marie le 25. La progression est à présent freinée par une solide résistance allemande et Patton parvient à Metz, lui, le 21 novembre. Début décembre, la basse Alsace est entièrement libérée. La protestation du général de Gaulle concernant l'abandon de Strasbourg a été entendue par les Alliés. Les Français défendront bel et bien la ville Le 20 janvier 1945, les Américains ont dû se replier sur la Moder devant l'avancée des Allemands. Ces derniers ont même franchi le Rhin au nord de Strasbourg. La perte de Strasbourg est inenvisageable pour De Lattre. Aussi, les combats pour sauver la ville sont extrêmement éprouvants. Et la première DFL perd un bataillon entier le 23 janvier à Oppenheim. Le 21 janvier, Strasbourg semble définitivement sauvé, alors que l'offensive allemande est stoppée pour se reporter à présent sur la défense de Colmar. Le 23 novembre, le drapeau tricolore est hissé sur la cathédrale de Strasbourg par les soldats de la 2e DB. Le général Leclerc respecte ainsi les termes du serment tenu devant ses hommes à l'issue de la prise de Koufra en Libye le 1er mars 1941. De ne déposer les armes que lorsque le drapeau tricolore flotterait de même sur Strasbourg et Metz. Le 7 décembre, une première attaque de Colmar va avoir lieu et elle est lancée par les Alliés. À l'est, l'offensive piétine. Le 18 décembre. Colmar est à moins de 8 km, mais à bout de souffle et sans renfort, les troupes doivent s'arrêter. Dans les Ardennes, l'armée allemande lance le 16 décembre une formidable offensive et en Alsace, les secteurs nord et sud de Strasbourg, récemment libérés, sont de nouveau réoccupés. On est sur une bataille on gagne des petits terrains par petits terrains. Aussi, pour raccourcir un front devenu subitement trop large et ne pas compromettre leurs entrées en Allemagne, les Alliés décident d'abandonner l'Alsace fraîchement libérée en sacrifiant par là même la ville de Strasbourg. Mais ils ne vont pas abandonner Strasbourg puisqu'ils vont relancer une attaque dès janvier 1945. L'offensive en Alsace est suspendue par l'engagement massif des Alliés en Ardennes. Elle va être de nouveau remise à jour puisque les Alliés ont réussi à progresser rapidement aussi dans les Ardennes. Enfermé dans une région comprise entre le Rhin, l'Isle et le Kraft, l'ennemi semble à portée de main. À partir du 14 novembre, les Français se lancent à nouveau vers les Vosges. La première DB a poursuivi vers le Rhin, tandis que la 9e DIC s'est installée sur la frontière suisse. Il faut attendre malheureusement l'action des commandos d'Afrique le 20 novembre pour que Belfort tombe le 25. Poursuivant sa manœuvre d'encerclement, la première DB remonte vers Mulhouse. Sépois est la première ville alsacienne libérée. Le 19 novembre, la première armée est sur le Rhin. Mulhouse est investie
le 20 par la première DB. Le 24, le ballon d'Alsace est pris, ouvrant la voie vers Masvaux, libéré le 28. La jonction entre les deux corps est réalisée dans la région de Burnop, encerclant près de 10 000 Allemands. Le général de Lattre, qui a dû laisser partir sa première DFL vers les poches allemandes de l'Atlantique, doit à présent tenir un front étiré sur 200 km avec une infanterie et une artillerie insuffisantes. Un terrain défavorable, c'est l'obstacle du massif vosgien, des FFI sous-équipés, un manque de carburant et surtout un moral au plus bas depuis le début de la campagne. Au début du mois de décembre, les efforts des Alliés sont portés sur l'entrée de leurs troupes sur le territoire allemand, puis la ruée vers Berlin. La tâche de l'armée de Lattre, elle, qui est quasiment seule sur le front, va être plus difficile que prévu face à un ennemi qui, contre toute attente, s'est sérieusement rétabli et renforcé. Les Allemands, en fait, sont parvenus, dans le même temps, à concentrer le maximum d'unités en Alsace afin d'y fixer durablement les Alliés. La 19e armée du général Raspe peut ainsi aligner pas moins de 9 divisions, 2 brigades de panzer et compter sur la présence de la Luftwaffe enfin reconstituée dans le ciel d'Alsace. C'est sous l'impulsion et le commandement d'Hitler lui-même que le dispositif défensif est renforcé dans chacun des villages tenus et les civils fortement invités à collaborer à la défense acharnée de la poche de Colmar, considérée comme terre du Reich à part entière. Le général de Lattre, lui, veut agir très rapidement, c'est-à-dire libérer la partie du territoire encore occupée par les Allemands assez rapidement pour être prêt à participer à l'offensive générale des Alliés en Allemagne. La liquidation de la poche de Colmar permettrait en outre le dégagement définitif de Strasbourg ainsi que la disparition de toute pression allemande à l'ouest du Rhin. Pour ça, il va recevoir des Américains les renforts de la 28e division et de la 10e DB mis à sa disposition, rassemblant ainsi les unités de 10 divisions d'infanterie, dont 3 blindés et une soixantaine de bataillons, dont la moitié sont originaires des forces françaises de l'intérieur. L'offensive générale va être lancée le 20 janvier sur Brissac, qui doit prendre en tenaille les positions allemandes grâce à 2 manœuvres déclenchées presque simultanément. Pour ne pas piétiner, De Lattre fait reporter l'effort principal vers l'est, sur Eissisheim, au nord de... Je l'ai mal prononcé ? Ah bon. J'ai cru entendre, pardon. Au nord de Mulhouse, sur Eissisheim, donc au nord de Mulhouse, où la progression plus facile permet à la 9e DIC et à la 1re DB de se rendre aux portes de la ville. Mais l'offensive de l'infanterie épuisée et à bout de course est interrompue par le froid sibérien et les contre-attaques allemandes successives. Elle ne reprend qu'après la chute de Colmar le 2 février. La bataille d'Alsace, donc, elle est déclenchée le 22 janvier au soir, 2 jours après l'attaque du premier corps au sud. L'offensive du deuxième corps porte son effort principal au-delà de Lille et de Neuf-Brissac. D'effroyables conditions climatiques retardent la progression de ces divisions jusqu'à l'engagement, le 26 janvier, des chars des 2 unités blindées. Tandis que la 2e DB et la 3e DIA couvrent le nord du dispositif au-dessus de Sélestat, le canal de Colmar est atteint le 28 janvier après des combats meurtriers pour la 1re DFL et la 5e DB. C'est à ce moment-là qu'ils vont décider de faire une brève pause, avec l'appui sur la droite du 21e corps américain mis à disposition, et De Lattre peut reprendre ses attaques le 31 janvier. Le lendemain, l'ensemble des unités du 2e corps français ont atteint la rive du Rhin. Donc, dans la dernière phase de la campagne à l'ouest, l'entrée en Allemagne, les plans de commandement alliés n'ont pas prévu l'engagement des unités françaises. Celles-ci devant être maintenues sur un front passif et dans un second rôle sur le long du Rhin. De Lattre va insister auprès des Alliés et ça va porter ses fruits puisque ces soldats vont pénétrer en Allemagne et poursuivre la 19e armée allemande jusqu'en Autriche. Tandis que les armées américaines, elles, s'élancent sur le Rhin, la première armée qui monte la garde devant le fleuve depuis la prise de Colmar est chargée de la couverture sud de la manœuvre. Menée entre le Rhin et la forêt d'Haguenau, l'assaut l'amène au pied de la ligne Anne-Marie, qui est une zone fortifiée qu'elle perce à partir d'Oberhof, occupée le 16 mars. 2 jours plus tard, elle fait face à la ligne Siegfried. De Lattre obtient alors qu'un regroupement confié au général de Montsabert soit constitué pour franchir le Rhin et pénétrer en Allemagne avec la 7e armée américaine.
Lautenborg est investi de 19, tandis que le groupement Montsaber enfonce la ligne Siegfried dans la forêt de Binwald. Ainsi commence la campagne d'Allemagne. J'ai fait le choix de m'arrêter vraiment au moment où commence la campagne d'Allemagne. Je voulais vraiment rester sur le débarquement et la libération de la France. Mais je voulais aussi quand même, avant de conclure, faire un focus sur la résistance après le débarquement, parce que on a parlé des bombardements, c'est aussi le moment de parler des représailles, des sabotages et de l'état des troupes après le débarquement, de la bataille du Languedoc, mais aussi de la libération de Lyon, qui est quand même assez symbolique. Donc c'est vrai que dans l'attente du second débarquement, après le débarquement en Normandie, certains résistants se sont mis en porte-à-faux en déclenchant une insurrection aussitôt réprimée par les Allemands. À la fin de l'été 1944, ils vont constituer une véritable armée que De Gaulle entend intégrer à celle qui combat aux côtés des Américains. En effet, depuis le 6 juin, l'action des maquis du Limousin, par exemple, est telle que la deuxième division SS est envoyée sur Limoges pour traquer les 10 000 hommes du colonel Guingouin. Après de violents combats menés entre le 17 et le 24 juillet, ces derniers ont réussi à encercler puis libérer Limoges le 20 août. L'actuelle région Rhône-Alpes, des partisans du colonel Ravel, tentent de contrôler Toulouse, tandis qu'à l'ouest du Rhône, les 3000 hommes du maquis Égoal-Cévennes se montrent très actifs. À l'est, enfin, dans la Drôme, le Vaucluse et les Basses-Alpes, les FFI contrôlent l'essentiel de la région. Dans l'attente des parachutages et souvent à découvert, ils sont des cibles idéales pour les soldats allemands. Entre juin et août, pour la seule région de Marseille, à peu près entre 500 et 600 résistants sont ainsi tués sur des actions de combat urbain. La Moselle et les Vosges permet dans le même temps la poussée alliée sur la Meuse et la Moselle. J'ai aussi voulu, dans la continuité de ces mouvements de résistance, parler de deux moments assez importants. Donc, la ville de Tulle, qui est conquise le 7 juin, et le 9 juin, la ville sans défense est investie par une section des SS d'Eisreich. Ces SS vont pendre 99 des habitants et en déportent 149 autres. Le lendemain, le premier bataillon d'Eisreich s'attaque au village de Radour-sur-Glane, dont tout le monde connaît l'histoire, avec 642 personnes tuées. Le phénomène des FFI, en fait, est devenu si important que l'amalgame dans l'armée aussi devient nécessaire. Donc, les résistants, maintenant qu'ils ont fait des actions, bon, malheureusement, il y a eu des représailles et ils ont payé le lourd tribut de la résistance. Mais la volonté aussi, c'est de les intégrer à l'armée française pour continuer à défendre le territoire. Donc il va y avoir 137 000 combattants volontaires qui vont être incorporés le 23 septembre aux forces régulières qui vont libérer le pays. Près de 290 formations de la résistance intérieure vont être remodelées en 113 bataillons. 90 000 hommes vont rejoindre la première armée fin septembre, puis 15 000 autres en octobre. Abandonné par les Allemands depuis le 16 août, le sud de la France est libéré sans les Alliés par les FFI, lancés à la poursuite de l'ennemi. Par exemple, Bordeaux est libéré le 28 août. 76 000 Allemands font ainsi route vers Dijon, fermant la marche. C'est la colonne Elster, composée de 20 000 hommes harcelés de toutes parts. C'est une colonne qui rassemble différentes forces résistantes aux ordres du colonel Schneider, qui va couper le repli de cette dernière colonne sur le chemin d'Autun. Exténuée, la colonne va donc se rendre le 10 septembre aux Américains, puis le 11 aux maquisards de Issoudun. Dans leur retraite, les Allemands, il y a 130 000 Allemands sur les 210 000 qui sont parvenus à rejoindre leur ligne au nord du pays. Eux, les FFI vont continuer à faire du harcèlement sur les troupes allemandes dans le Nord-Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Après le débarquement, dans leur repli, les troupes du Sud foncent vers Narbonne et vont se heurter face à des embuscades au maquis des Cévennes ou dans l'Aveyron, dans l'Aude, dans l'Hérault et dans le Gard. Mais ces villes ne sont pas encore libérées. Les Allemands harcelés se perdent sur des axes secondaires tenus par des maquisards. Il n'y a pas de vraie bataille rangée, mais des centaines d'embuscades retardatrices pour laisser partir les Allemands. Dans son avancement vers Montpellier, l'ennemi va laisser près de 1200 prisonniers. La ville est libérée le 25 août par les FFI du maquis Bir Hakeim qui ont précédemment libéré les alentours de la ville. J'ai mis aussi l'exemple de la ville de Lyon. Le 23 août à Villeurbanne, le comité de libération est très vite anéanti par les Allemands.
Le 1er septembre, tandis que les Alliés sont aux portes de la ville, la résistance s'interroge encore sur l'opportunité d'une insurrection pouvant entraîner des représailles et la destruction de la ville. C'est le 3 septembre, enfin, que les FFI et les maquisards entrent dans Lyon, évacués la veille par la 11e Panzer. En conclusion, au terme de 9 mois de combat, les 300 000 hommes de la première armée ont libéré près d'un tiers du territoire, laissant 13 000 morts et près de 95 000 blessés. L'amalgame réussi au sein de cette armée de la libération symbolise avant tout une unité nationale retrouvée. Hier libératrice, l'armée Rhin et Danube est devenue armée d'occupation en Allemagne jusqu'à sa dissolution le 24 juillet 1945. De son côté, après ces combats menés dans les poches atlantiques, la 2e DB, engagée dès le 28 avril au sein du 21e corps d'armée américain dans les combats en Allemagne. Ces éléments les plus avancés vont aller jusqu'à Berchtesgaden et le nid d'Aigle d'Hitler le 5 mai, 3 jours avant son suicide. La division Leclerc achève ainsi son long périple dans l'apothéose de la victoire, perdant 1700 hommes, 3300 blessés depuis août 1944. Les Français, ils vont retrouver la liberté et ils vont être aussi confrontés à des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils vont être confrontés, ils vont être stupéfaits de rencontrer des soldats américains et des soldats canadiens, des soldats du commando Kiefer. Il va y avoir des échanges. Ça, c'est en Normandie. Ici, dans le sud, la population va rencontrer des Goums, des Tabors, des autres tirailleurs de la première armée. C'est un moment aussi où en fait les Français ils assistent avec émerveillement à l'arrivée massive d'une armée moderne, une armée que certains ne connaissent pas. Et surtout les Américains, ils vont arriver avec ce qu'on appelle l'American Way of Life. Donc les gens vont découvrir des choses, le chewing-gum. Qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté plein de choses. Les cigarettes, les pâtes de fruits, les bonbons, tout ça. C'est voilà. On a subi l'occupant pendant 4 ans. On découvre de nouvelles choses. C'est quand même quelque chose qui fait du bien aux populations. Mais après cette touche de légèreté, je voudrais conclure par ces mots. C'est que grâce à ces hommes qui ont eu le courage de combattre la France, pour libérer la France, je m'incline et j'ai une pensée pour mon grand-oncle, mais aussi pour Desmond. Alors Desmond, c'est un vétéran néo-zélandais que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 10 ans en Normandie et à qui j'avais demandé pourquoi venir d'aussi loin pour prendre le risque, pourquoi venir d'aussi loin pour venir mourir sur nos plages. Et je terminerai définitivement par sa réponse, à jamais gravée dans ma mémoire, c'était notre devoir. Je vous remercie. Pas de questions ? Oui. C'était pas trop dense. Ça allait. Une question modeste, et peut-être que je n'ai pas bien compris. Sur Ballaruc-les-Bains, qui étaient les Alliés qui nous ont bombardés et tués ? Les Américains. Les Américains. Alors, je pense que c'est malheureusement comme on appellerait ça, des dommages collatéraux. Des bombardements qui, malheureusement, ont touché des populations qui n'auraient pas dû être touchées, pensant certainement qu'il y avait des positions allemandes sur le territoire de Ballaruc. Voilà. Il y avait une DCA allemande sur le toit du logement de fonction du directeur de l'usine. Et il y avait effectivement, il y avait les raffineries, il y avait donc tout cela, il fallait les démolir. Simplement, les Américains avaient la réputation de voler haut, alors que les Anglais volaient plus bas et visaient donc un peu mieux. En volant plus haut, et ben évidemment, il y avait beaucoup plus de dégâts. C'est une malchance.
Marie-Ève, juste si je peux me permettre, du coup, les Américains ont choisi un dimanche pour qu'il n'y ait pas d'ouvriers quand même à la raffinerie, notamment les usines de Sète, Frontignan et Ballaruc qui étaient visées. Voilà, il n'y avait pas d'ouvriers parce qu'on était le dimanche, ce qui a minimisé quand même les dégâts civils. Mais il n'y avait pas d'ouvriers dans les usines, effectivement, mais c'était le jour de la première communion. Oui. Et à l'époque, le jour de la première communion, ben ça comptait énormément. Et parmi les morts, il y a une petite fille en robe de communiante, Roselyne, qui est morte dans sa robe de communiante. Il n'y a pas de questions. Pas d'autres questions? J'ai été si claire que ça? J'ai un doute. Personne ne parle de l'amalgame. Hein? Personne ne parle de l'amalgame. Non, bah, tant mieux. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Nous vous remercions encore. Et puis, n'hésitez pas à revenir voir l'exposition parce qu'elle est très dense. Et je pense qu'elle mérite que l'on prenne le temps. Et merci encore. Merci à tous.